Vers la fin des années 70, un ami de Werner Herzog lui parle d'un personnage qui s'appelle Fitzgerald, et surnommé Fitzcarraldo, et qui est mort en 1897 à l'âge de 35 ans, noyé dans les rapides du Congo, qui était un baron du caoutchouc, un personnage extrêmement fantasque qui avait construit sa propre armée et qui avait des faits d'armes assez fantaisistes. Et, et Werner Herzog comprend que cet ami a envie de le voir refaire le film Aguirre qu'il avait déjà fait donc dans les années 70, en 1972, et le voir retourner filmer le Pérou. Et il décline et il ne trouve pas ça intéressant, il n'a pas envie de refaire le même film. Par contre, à un moment, l'ami en question lui dit que l'un des exploits de Fitzcarraldo a été à un moment de faire gravir une montagne par un bateau en le démontant et en le remontant de toutes pièces de l'autre côté. Et ça, par contre, ça l'interpelle et ça entre en résonance avec une sorte d'épiphanie qu'il a eue en allant à Karnak et en voyant tous ces alignements de menhirs et en étant ébloui par l'ingénierie humaine et les exploits dont sont capables les hommes dans certains endroits du monde. S'ajoute à cela la fascination qu'il a pour Caruso et les histoires qu'il a entendues sur justement ce fameux opéra de Mannhaus, dans lequel les barons du caoutchouc avaient construit de toutes pièces un endroit absolument extraordinaire dans lequel il faisait venir à grands frais les plus grandes cantatrices et ténors du monde. Et ces trois éléments entremêlés l'intéressent beaucoup et il décide donc d'écrire une histoire sur ce sujet-là. Se pose tout de suite la question du casting et il est évident que pour lui, il veut travailler avec Klaus Kinski. Ils ont déjà fait 4 longs métrages ensemble, mais il se range aussi au bon sens. Il sait qu'un tournage qui, a priori, est parti pour 3 mois dans la jungle est totalement impossible pour quelqu'un d'aussi ingérable que Klaus Kinski. Pour ceux qui étaient là il y a des années, on avait fait un ciné-club sur Aguirre et je vous avais raconté à quel point ça avait été une épreuve terrible que de tourner avec Klaus Kinski. Donc il va s'enquérir d'autres comédiens. Son choix se porte sur Warren Oates, un acteur qu'on a vu dans un certain nombre de films de Peckinpah, et qui donne son accord, mais qui en fait va tomber assez gravement malade, et qui devra donc décliner. Et Werner Herzog va rentrer en pourparlers avec les agents de Jack Nicholson, qui se montre très intéressé par le projet. À l'époque, il a déjà pas mal d'expériences assez atypiques. Et il va aller le voir sur le tournage de Shining, puisqu'on est à cette époque-là, avant 1980. Et Nicholson lui dit qu'il est totalement partant, qu'il trouve le script incroyable et qu'il le fera. Mais que pour lui, évidemment, tout ça se sera tourné en studio parce qu'il n'est pas question qu'il aille dans la jungle et qu'il quitte Los Angeles. Ce qui évidemment est une fin de non-recevoir pour Werner Herzog qui n'imagine pas un seul instant ne pas tourner ça sur les lieux réels de l'action. Il va donc finir par trouver un acteur qui est Jason Robards, que vous avez vu ici au Ciné Club il y a quelques années dans Il était une fois dans l'Ouest. C'est lui qui jouait le personnage de Cheyenne et auquel il va adjoindre un compagnon de route qui est un Anglais un petit peu fantasque, un peu benet, qui va être un personnage un peu bouffon et qui sera joué par Mick Jagger, le chanteur des Rolling Stones, qui là aussi est totalement enthousiaste. Pourtant Werner Herzog lui dit clairement qu'en une soirée de concert des Rolling Stones, il se fera le cachet qu'il lui propose pour 3 mois de tournage dans la jungle, et ça n'est pas du tout un frein pour lui. Il lui dit qu'il est même prêt à investir dans le film, il trouve ça absolument passionnant. Le lieu est trouvé, le tournage commence, après déjà une très très longue pré-production, et il tourne pendant 5 semaines, à peu près 40% du film, et là Jason Robards tombe gravement malade, il est atteint de dysenterie, il est rapatrié aux États-Unis et ses médecins lui interdisent absolument de retourner dans la jungle, ce qui fait que le projet est entièrement gelé. Donc après plusieurs mois d'interruption et en attendant que potentiellement il se remette et avant qu'on lui apprenne qu'il ne pourra jamais revenir, Mick Jagger lui-même est engagé sur une tournée internationale avec les Stones et il ne peut absolument plus non plus tourner le film. Ce qui fait que c'est une première interruption majeure pour Werner Herzog qui doit repenser tout son projet. Et donc il se dit que le destin a décidé que Klaus Kinski devait travailler sur ce projet. Il craint le pire, et pire il y aura, évidemment.
Mais avant ça, il va y avoir d'autres problèmes, puisque le film, lorsqu'il va devoir, après des recherches, trouver un lieu où vous avez les fameuses deux rivières, hein, dans la jungle amazonienne qui se touchent presque, et il trouve un lieu parfait. Il va construire un campement qui va quand même accueillir 1100 personnes, que ce soit pour les populations locales qui sont les Indiens qui aident à l'entreprise, mais aussi toutes les équipes techniques, etc. Et, et c'est un endroit dans lequel, en fait, il a vraiment tort de mettre les pieds, vu qu'il se rend compte au fur et à mesure des premiers jours de tournage que c'est un croisement entre trafiquants d'or, de pierres précieuses, qu'il est à la frontière de l'Équateur et du Pérou, qui commence une guerre larvée à ce moment-là, et surtout qu'il y a aussi un projet de forage de pétrole, de pipeline, ce qui fait que les compagnies pétrolières voient d'un très mauvais œil le fait que lui commence à embaucher beaucoup de monde sur place. Et il va y avoir toute une campagne de désinformation qui va être mise en place, à la fois par les opposants qui voudraient la main-d'œuvre et une certaine ethnie indienne qui veut être voilà, sur la scène médiatique pour faire parler de ce projet de pipeline qui risque de les exproprier. Ce qui fait qu'on va l'accuser d'à peu près tous les maux imaginables. On propage des rumeurs comme quoi il va décimer les populations, qu'il va construire un canal qui va assécher les rivières. On fait circuler des photos de charniers de la Seconde Guerre mondiale pour montrer ce qu'il fait comme exaction sur les populations. Et donc c'est une situation qui est absolument intenable. Et là, toute la presse s'empare du sujet, ce qui fait qu'en Allemagne, on parle énormément de ce tournage absolument calamiteux. Et les choses s'enveniment au point qu'une ethnie voisine, persuadée qu'il a vraiment les intentions les pires, et notamment qu'il se met en place une complicité avec l'ethnie avec laquelle il travaille contre eux, va venir incendier et détruire totalement le camp. Donc là, c'est pareil, ils ne peuvent plus rester, il y a une nouvelle interruption extrêmement longue, et il va devoir tout recommencer et trouver un nouveau lieu où il va y avoir ces fameuses rivières qui se touchent presque. Il arrive à en trouver un près d'Iquitos et le tournage reprend. Donc c'est un tournage qui évidemment se fait dans des conditions extrêmement difficiles puisqu'ils sont éloignés d'à peu près tout ce qui est envisageable en termes de civilisation, et un tournage en plus où on parle 5 ou 6 langues différentes, ce qui évidemment est très compliqué pour générer quelque chose qui soit collectivement efficace. Claudia Cardinal par exemple ne parle pas un mot d'allemand. Et elle tourne en anglais, d'autres tournent en allemand, d'autres tournent en espagnol, et tout sera post-synchronisé, vous l'avez évidemment remarqué, hein, en allemand, pour des effets qui sont quand même assez perturbants quand même, et qui néanmoins sont vraiment le souhait de Werner Herzog. C'était la même chose pour Aguirre, on avait des conquistadors qui parlaient allemand, et pour lui c'est la version la plus authentique et celle qui correspond vraiment à son souhait. On est évidemment aussi face à des contraintes techniques. Alors eux, pour réaliser tous les gros travaux, ils ont notamment un bulldozer très important, mais qui consomme énormément d'essence. L'essence arrive par pirogue, donc ils doivent souvent attendre, et surtout qui tombe en panne en continu. Et le problème, c'est qu'ils doivent faire venir les pièces par avion de Miami, et que la plupart du temps, quand ils ont les pièces enfin, généralement c'est les mauvaises parce que la communication a mal été établie, et ils doivent très souvent attendre la réparation de... Voilà, donc tout prend un temps extrêmement long, et on se retrouve dans des situations où les Indiens qui avaient été engagés pour 3 mois, alors ils les payent beaucoup plus en fait que ne le paye l'industrie forestière ou des mines aux alentours, s'établissent finalement pour le double. Et ça crée évidemment certains problèmes. Ils ne sont pas du tout habitués à vivre avec un si grand nombre. Et donc ils doivent faire face à des tensions. En plus, Werner Herzog pioche un petit peu parmi les gens qui sont avec lui pour faire le rôle. Urquique, là, c'est son vrai nom, et d'ailleurs qui ne joue pas un rôle de composition, qui est effectivement ivre-mort la plupart du temps. Il y a des plans où il tient à peine debout en réalité, et donc il doit composer avec ça. Mais c'est évidemment quelque chose qui lui, bien entendu, l'intéresse aussi, c'est sa façon de procéder. Le problème aussi, c'est qu'il tourne sans pouvoir voir les rushs. Les rushs, ce sont les développements qu'on fait au fur et à mesure du tournage pour voir tout simplement ce qu'on a tourné. On est évidemment avant l'ère du numérique, on tourne sur pellicule, et il peut y avoir évidemment des surprises au moment où on développe. Ils n'ont pas de laboratoire à disposition, et la plupart du temps, ils tournent sans exactement savoir quelles sont ces images. Ils racontent quelques expériences où
à un moment où il doit vraiment attendre, il va dans la ville la plus proche et il trouve un cinéma qui est capable de lui projeter ce qu'il ramène et qui a été développé. Et c'est des conditions absolument dantesques, un cinéma infesté par les rats, dans lequel une libellule s'est coincée dans le projecteur. Donc en fait, tout son film, tout ce qu'il voit, il y a surtout un gros insecte, il y a un quart de l'image qui est coupé, un certain nombre de séquences défilent à l'envers. Et pendant toute la projection, le technicien s'acharne à essayer de trouver le son, alors qu'il avait essayé de lui dire qu'il n'y avait de toute façon pas de son. Mais il n'en demeure pas moins qu'il trouve les images plutôt belles, intéressantes, et qu'il en ressort revigoré pour repartir au combat. Donc le tournage avance comme ça, avec toujours évidemment des gros problèmes de tension. Il va y avoir un mini coup d'État, une certaine faction qui va prendre le pouvoir, qui va voler les clés, qui va interdire d'accès, et ils sont obligés de faire venir une milice paramilitaire pour pouvoir reprendre le tournage, mais ils y arrivent quand même. Alors évidemment, un des éléments aussi difficiles, c'est de faire en fonction de la rivière, puisque la majeure partie du film se passe sur la rivière ou à ses abords. Et comme ils prennent beaucoup de retard, ils vont avoir des soucis concernant la saison des pluies et la sécheresse. Et il y a des moments où effectivement le bateau ne peut plus avancer parce qu'il y a plus que 50 cm d'eau dans la rivière. Et si on regarde attentivement, la première scène où ils diffusent l'opéra dans la jungle, on voit que la platine du gramophone tremble en réalité parce que le bateau est en train de s'arracher le sol et de s'arrêter. Et après ça, il y a 1 ou 2 mois d'interruption en attendant qu'il pleuve et qu'on puisse reprendre le tournage. À l'inverse, il peut y avoir des brusques crues de 10 mètres de haut qui dévastent tout le camp qui a pu être construit, et ils doivent faire en fonction. Après, bien entendu, il y a toute cette fameuse ascension de la montagne qui va être un défi absolument majeur. Tout le monde lui a proposé, bien entendu, pour un budget aussi dérisoire que le sien, il a 4 millions de dollars. Il sait pertinemment qu'il ne va pas pouvoir finir son film avec cet argent-là, mais il se lance quand même. On lui a proposé des maquettes, on lui a proposé du studio, on lui a proposé le démontage. Lui, il est parti sur l'idée qu'il allait vraiment faire franchir ce bateau à cette colline. Et tout ce qu'on voit dans le film, c'est réellement passé. Ils ont réellement fait monter un bateau de 300 tonnes sur une pente à 40 degrés. Ce qui fait que l'effet qu'on a est, pendant une longue partie du film, quasi documentaire d'une certaine manière, le son, les choses qu'on voit, et c'est la manière qu'a vraiment Werner Herzog de fonctionner pour son tournage. On avait parlé à plusieurs reprises d'Alfred Hitchcock. Je vous avais notamment raconté que pour Psychose, il avait absolument tout dans la tête, il savait exactement quels étaient les plans, et il avait cette formule qui restait célèbre où il disait « Voilà, mon film est terminé, il ne me reste plus qu'à le tourner ». Parce qu'il sait exactement où il va aller. Werner Herzog, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'il veut que la vie du tournage, que les conditions dans lesquelles il travaille, injectent de la vie et du réel à l'intérieur de son récit. Ce qui fait que, par exemple, quand le bateau redescend, quand il commence à monter et qu'il redescend, ça s'est réellement passé. Et les réactions qu'on voit des gens qui sautent de joie parce que le bateau bouge enfin, c'est parce qu'effectivement, ils ont attendu 3 mois pour que le bateau commence à bouger. Il y a des ingénieurs qui viennent, la plupart du temps lui disent que c'est absolument impensable, que ça ne marchera jamais. Et il y a un très grand nombre d'essais qui sont infructueux. Donc forcément, quand ça commence à bouger, il va le filmer très longtemps. Et l'enthousiasme des gens dans le film est un enthousiasme bien réel. Donc, une fois que le bateau est en haut, là aussi, ils ont pris un tel retard qu'ils vont devoir attendre 7 mois le retour de la saison des pluies pour pouvoir le faire redescendre dans une réelle rivière, parce qu'en réalité, elle est totalement à sec de l'autre côté. Et donc, il y a une famille d'Indiens qui va s'établir dans le bateau pour le garder. Et eux, ils vont revenir au moment où la saison des pluies aura repris. Autre élément qui va être particulièrement mouvementé, c'est toute la descente des rapides, où ils vont véritablement balancer le bateau. Ils en avaient construit 3 en réalité. Il y en a un qui avait un réel moteur et qui pouvait remonter. Il y en a un qui était totalement vide. Et puis il y a celui qui a fait l'ascension. Et donc il balance le bateau quasiment vide. Werner Herzog y va avec quelques opérateurs. D'autres opérateurs sont sur les bords des rapides. Ils sont déposés le matin pour pouvoir filmer le passage du bateau. Et là, Kinski veut les rejoindre.
hein, ce qui est assez rare, il a peu de courage généralement, et il dit à Herzog, si tu y vas, j'y vais aussi. Et donc il se laisse dériver dans les rapides, et ils se mettent des harnais pour filmer, et ils attendent. Et ça attend, et ça, ils font des bonds de 10 mètres, il y a des choses vraiment extrêmement graves qui se passent, et on voit l'état d'ailleurs de la coque à la fin, hein, qui est quasi, la proue est retournée un peu incurvée comme une boîte de sardines, si vous voulez, c'est ce qui s'est passé durant ce tournage-là, qui font d'ailleurs 2 fois, parce qu'ils veulent vraiment être sûrs d'avoir des très belles prises. Et, et donc, il y a un certain nombre d'accidents, voilà, des traumatismes crâniens, des côtes fêlées, etc. Et notamment le chef opérateur qui, en fait, ils sont attachés l'un à l'autre pour pouvoir filmer. Et ils font vraiment, à un moment, il y a un très gros choc contre une roche de la rive. Et la lentille de la caméra, en fait, sort carrément de l'appareil. Et l'appareil, qui est très lourd, qui fait 20 kg, tombe sur la main du chef opérateur qui se cisaille intégralement la main. Le problème, c'est qu'en plus, quand ils essayent de le soigner après, ils n'ont plus d'anesthésiant, puisque 2 jours avant, il y a des gens qui sont allés pêcher, qui se sont fait attaquer par une tribu sauvage qui leur a balancé des lances acérées comme des lames de rasoir. On voit dans le documentaire, d'ailleurs, le making-of, Werner Herzog leur montrer ces très belles lances et dire qu'il va probablement les ramener pour son fils, parce qu'il trouve ça génial, etc. Donc on est dans une ambiance où on prend tout ce qui vient dans quelque chose qui est toujours sur le fil entre la catastrophe et la création, si vous voulez. D'ailleurs, ils ont oublié un opérateur. Ils s'en sont rendus compte le lendemain. Il était resté sur son rocher à filmer et il a passé la nuit à attendre qu'on vienne le récupérer parce qu'il était dépendant de gens qui viendraient le chercher en barque. Mais tout cela, finalement, c'est pas le pire dans ce tournage, hein, puisqu'il y a Klaus Kinski. Donc Klaus Kinski, on en avait déjà parlé, c'est un personnage qui procède par crise de colère et qui a la capacité assez rare d'hurler pendant 1h30 non-stop sur tous les gens, hein, qui sont autour de lui. Il le fait souvent quand il est en tort et qu'il veut déporter l'attention. Hein. Par exemple, il a oublié son texte et il va s'acharner sur un caméraman ou un technicien en expliquant que c'est lui qui l'a déconcentré parce qu'il se moquait de lui, etc. Et on voit effectivement des images du tournage où il est en train de vociférer et de hurler, de crier au scandale, de dire qu'il va partir, etc. Tandis que Werner Herzog prépare tranquillement le plan suivant et reste d'un calme absolument olympien. Souvent, Kinski va le voir et lui dit qu'il fait n'importe quoi, qu'il doit s'arrêter, que cette entreprise est vouée à l'échec et qu'il doit revenir sur Terre, garder son calme, ce qui est particulièrement ironique puisqu'il lui dit ça en hurlant, tandis que justement Herzog fait toujours en sorte de ne jamais s'énerver avec lui. Et lorsqu'il est vraiment épuisé, hein, soit au bout d'une heure, 1h30 de hurlement, là, il est tellement fatigué que là, il est malléable et c'est les moments où Herzog va pouvoir tirer de lui tout ce qu'il attend, à savoir une interprétation qu'il sait ne pouvoir obtenir de personne d'autre que lui. Mais évidemment, ça va poser des problèmes à tous les gens qui sont autour. Hein. Ce que ne supporte pas, en fait, Klaus Kinski, c'est le fait de ne pas être le centre de l'attention. Pour lui, il est la star. D'ailleurs, si vous voyez, hein, le premier, on avait Klaus Kinski in Fitzcarraldo, c'est vraiment lui la star du film. Et dans un système hollywoodien traditionnel, on peut tout à fait faire un tournage où tout tourne autour de la star et on se préoccupe en permanence de son confort et de la mettre en valeur. Mais dans un tournage tel que celui de Fitzcarraldo, il y a toujours d'autres centres d'intérêt, et notamment très dangereux, et notamment qui peuvent annuler le tournage à peu près chaque jour. Ce qui fait que ça va poser un problème à Klaus Kinski. Hein. Lorsqu'il se passe des choses, eh ben, il est toujours assez déçu de voir que subitement, eh ben, on s'occupe de quelqu'un d'autre que lui. Par exemple, un jour, il y a un bûcheron, hein, qui travaille sur cette montagne et qui se fait piquer qui se fait mordre par un serpent, et il le reconnaît c'est un Indien local, que c'est le serpent le plus vénéneux d'Amazonie et qu'en gros, il lui reste 2 minutes à vivre. Donc il prend sa tronçonneuse, il se coupe le pied directement pour que le venin ne monte pas.
Ce qui évidemment génère quand même une certaine forme de réaction. Tout le monde se précipite vers lui. À ce moment-là, Klaus Kinski se met à hurler que son café est tiède, par exemple, parce que c'est un scandale et il veut à tout prix rapporter l'attention sur lui. De la même façon, quand le bateau commence à monter et que tout le monde considère qu'enfin on a réussi à obtenir quelque chose, eh bien, et il l'avait anticipé, il en parle, Werner Herzog, il dit bon, ça va être un vrai problème pour Kinski, le fait que maintenant le bateau soit la star. Il se déclare mourant, il appelle un médecin à son chevet, il dit que le tournage va devoir s'arrêter, etc. Et puis, quand on lui a fait toute l'attention qu'il méritait, le lendemain, ça va beaucoup mieux et il va pouvoir reprendre le tournage. Donc, c'est comme ça à peu près chaque jour. Et il va notamment effrayer beaucoup les Indiens, parce que les Indiens sont des personnes qui parlent très doucement, calmement. On le voit notamment dans la scène où ils montent et où ils effleurent les mains. Ce sont des gens qui ont des gestes très doux. Donc voir cet homme qui hurle en continu les effraie beaucoup, mais ils sont encore plus impressionnés par Herzog qui, lui, justement, reste très calme face à lui, et ça va lui donner une certaine forme d'autorité, d'une certaine manière. Et la scène du repas, où il est en train de manger, où on voit un chef avec les plumes jaunes, donc, qui est réellement le chef et qui est dans son habit quotidien, d'une certaine manière, eh bien, ce chef indien est allé voir Werner Herzog et lui a proposé très sérieusement d'assassiner Klaus Kinski, puisque visiblement il faisait du tort à tout le monde. Donc Werner Herzog lui a dit que c'était pas envisageable parce qu'ils avaient quand même besoin encore de lui pour la suite du tournage, mais il dit aussi que dès le lendemain il a regretté de ne pas lui avoir donné son accord parce qu'il était reparti dans des crises encore pires. Comme le tournage en plus s'éternise, Klaus Kinski va demander un avenant à son contrat et de renégocier les conditions de sa présence. Et donc il va interdire les coqs sur le camp parce qu'il chante et ça le réveille. Il va interdire les voix féminines à la radio parce qu'il y a une cuisinière qui met toujours sa radio et il ne supporte pas. Et il va demander aussi d'avoir son propre avion personnel, c'est des petits avions, pour rejoindre de temps en temps la ville. Ça, par contre, on ne peut pas trop lui donner tort parce qu'il y en a un qui s'était craché sur le lieu du tournage. Alors, il n'y a pas eu de mort, mais des blessés quand même très graves. Et il demande aussi à ce que le clap, donc le clap qui permet de tourner, soit repeint en vert. Herzog ne pose aucune question, il accède à toutes ces demandes et ils vont réussir à finir ce tournage. Au bout de 10 mois de montage, le film est présenté en Allemagne en mars 1982 et l'accueil est assez mitigé, notamment parce que le film a été précédé de toutes ces campagnes d'information qui ont été désastreuses et donc on va vraiment considérer que ce film est un film néocolonialiste, un film qui a détruit les écosystèmes, qui a perverti et exploité les populations locales et c'est des choses qui vont causer beaucoup de tort à Werner Herzog qui pendant une dizaine d'années en Allemagne va vraiment avoir beaucoup de mal à tourner et à faire les projets qu'il avait ambitionné de faire. Il est néanmoins présenté aussi au Festival de Cannes, où Herzog va remporter le prix de la mise en scène, ce qui sera donc une reconnaissance importante. Et Herzog tournera encore avec Klaus Kinski dans Cobra Verde en 1987, et ce sera leur dernière collaboration, puisque Kinski mourra 2 ans plus tard. Donc, la première chose qu'on peut dire, si on veut un peu essayer de circonscrire les éléments sur ce film, le premier angle par lequel on peut l'évoquer, c'est évidemment celui du film d'aventure. C'est le parcours d'un personnage qui va accomplir quelque chose d'impossible et qui, de ce fait, va se distinguer. C'est quelque chose qui intéresse beaucoup Werner Herzog. Un certain nombre de ces personnages se distinguent par ce genre de capacité et d'héroïsme. Et on le voit d'ailleurs dans son parcours, c'est un personnage qui sort de l'ombre. Le premier plan, très beau, le voit arriver. Il a pagayé pendant 2000 km, dit-il, et il sort de l'obscurité pour rejoindre ce lieu. Et il va aller dans une trajectoire qui va le mener vers la lumière jusqu'à cette fameuse séquence finale où il est à ciel ouvert et où il a d'ailleurs pris cet opéra et il l'a dirigé vers l'extérieur d'une certaine manière. Donc on a un parcours héroïque qui fait de lui quelqu'un qui a accompli quelque chose, même si bien entendu ça se combine à une figure du cercle qui est celle de l'échec, puisque à la fin il se retrouve au point de départ et pareil, il était ruiné, il l'est de nouveau. Cette figure du cercle, qui est un des motifs centraux d'un autre film qui a été tourné à peu près à la même époque, qui
qui sort en 1980, et qui lui aussi est un film dont le tournage a été absolument désastreux et la sortie calamiteuse. C'est le film de Michael Cimino, qui s'appelle La Porte du Paradis, qui est un film absolument extraordinaire que j'espère vous montrer un jour. Il a l'inconvénient de durer 3h40, mais il faut absolument le voir, et surtout sur grand écran. Un jour, on le verra. Et donc ce motif du cercle, hein, de l'échec, est vraiment commun aux deux films. C'est aussi, bien entendu, un film sur le rapport à des forces antagonistes et l'idée d'une conquête. La première, c'est ce rapport aux indigènes, et dans une figure d'un personnage qui, bien entendu, a cette posture assez assumée au départ, hein, d'une sorte de colon, et qui a un rapport au territoire, un rapport à la nature qui est absolument pas celui d'une fusion ou d'une admiration, mais au contraire bien celui d'une conquête. C'est celui qui veut posséder des terres et qui va mettre en place toutes les techniques modernes et occidentales pour essayer de parvenir à sa quête. Il va même plus loin, puisque dans son rapport aux indigènes, il va se servir de leur culture, hein, et de leur croyance, en se disant, ben voilà, cette histoire du Dieu blanc, on va l'exploiter, et ça va me permettre d'exploiter ces populations. Ce qui est exactement ce qu'il fait, et qui pourrait justement tendre à valider les théories qui ont été reléguées au moment de la sortie du film, et qui perdurent encore, comme quoi ce serait un film impérialiste, un film de droite, un film qui donne une figure du héros problématique d'un point de vue idéologique. Simplement, il faut bien comprendre que Herzog, quand il filme ces populations-là, il les filme avec un regard qui est un regard particulièrement intéressé par ce qu'elles sont. Il le dit sur le tournage, il se rend bien compte qu'il est en train de filmer des populations qui sont en train de vivre leurs heures dernières. Le processus d'occidentalisation des Indiens de l'Amazone est vraiment en plein cours, et il le constate lui-même. Et donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de la tragédie pour lui, et il en parle avec une véritable empathie. Il est fasciné par ces gens-là. Il va beaucoup les filmer d'ailleurs, parce qu'il aura une grande carrière de documentariste, Werner Herzog, et il y a certains moments dans lesquels il va filmer des visages, il va filmer des maquillages, des costumes, vraiment dans cette idée de regarder l'autre. La scène où il découvre des gens dans une pirogue des Indiens, c'est une scène qui a été complètement improvisée. Ils étaient sur le bateau, ils ont vu ces gens-là, ils ont vite allumé la caméra pour les saisir au vol, et ils ont rajouté cette voix off derrière, mais on a vraiment cette idée d'aller trouver justement cet autre, cet étranger, et qui va complètement le fasciner. Même si on n'est pas non plus dans une logique de documentaire pur à visée anthropologique. Par exemple, les percussions qu'on entend, il les a enregistrées au Burundi. Ça n'a strictement rien à voir, mais lui explique que là, pour le coup, il assume parfaitement d'être dans la fiction, et il estime que ça a du sens à ce moment-là, et il ne prétend pas du tout à un regard ethnologique ou anthropologique parfaitement véridique sur ce qu'il est en train de filmer. C'est clairement un film de fiction. Et puis surtout, ce qu'il faut dire, c'est que dans ce rapport de domination de l'homme blanc, qui est toujours assez insolite avec sa cravate au milieu de la jungle, on a quelque chose aussi qui montre très rapidement que ce n'est pas lui qui gère ce qui se passe. Il ne cesse de se poser des questions sur la raison pour laquelle ils sont d'accord pour l'aider. Il comprend assez vite que bien des choses lui échappent, et à la fin, on se rend compte que ce n'est pas lui qui a exploité leurs croyances, c'est eux qui l'ont intégré dans leur propre rite. Puisqu'en libérant le bateau, ils apaisent les esprits du fleuve Pongo, et lui n'a été que l'instrument de ça. Ce qui fait que son rêve à lui est imbriqué dans un rêve plus grand, et ce qui est dit dans cette phrase cruciale, où il dit que pour eux, la réalité n'est qu'un rêve, et le rêve, ce sont des brèches vers ce qui existe réellement. Donc on a quelque chose de très intéressant, et les Indiens ne sont pas du tout présentés comme des antagonistes. Au contraire, leur quête à eux est clairement légitime, et on ne nous dit jamais qu'ils ont fait échouer l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qui, justement, est assez important à mentionner. Un autre élément qui doit être évoqué, c'est évidemment le rapport à la nature.
C'est un rapport qui est complexe et qui est vraiment très intéressant et sur lequel on peut faire pas mal de rapprochements avec Aguirre. Dans Aguirre, si vous vous rappelez, on a cette scène très intéressante où on voit cette espèce de roi fantoche qui est sur un radeau à la dérive et qui regarde tous les territoires et qui dessine une carte et qui dit ça c'est à nous, ça c'est à nous, ça c'est à nous, et on va avoir un terrain qui sera un empire qui sera encore plus grand que l'Espagne, alors qu'il ne prend pas conscience qu'il est en train de se faire dévorer par cette nature dont il se croit le maître. Ça commence un petit peu de la même manière. Au départ, avec les cartes, tout semble simple. Et on est dans un territoire où, très clairement, il suffit de faire un trait et puis ça fonctionne. Et on a ce rapport qui est ce rapport aussi de la conquête du territoire et cette passerelle, qui est un très beau moment, qui va combiner à la fois cette idée impérialiste, on construit quelque chose qui nous permet d'être en surplomb et de montrer qu'il suffit d'aller de là à là. Et on a ce geste où d'ailleurs il écarte les bras et même il écarte l'un des hommes assez violemment pour avoir sa vision de toute puissance, parce qu'il est dans l'illusion de pouvoir contrôler cet espace. Et évidemment, ça fait aussi un écho à cette image très romantique de celui qui contemple en hauteur la canopée et qui a l'illusion de maîtriser cet espace, d'être au-dessus des hommes et un intercesseur avec Dieu d'une certaine manière. Donc cette volonté de puissance, elle s'affirme évidemment dans ce rapport qu'on a à la nature. Seulement, évidemment, ce rapport-là va être beaucoup plus complexe que prévu. Et ce qui est intéressant, c'est de voir justement les différents types de rapports à la nature qui cohabitent. L'un des moments où Kinski arrive à se calmer durant le tournage, c'est lorsque l'agence Sigma, une célèbre agence de photographes, envoie des photographes sur le tournage et va faire des séances de shooting avec Kinski, qui se met torse nu sur les arbres en parlant de l'érotisme puissant de la jungle, ce qui fait hurler de rire Herzog, mais discrètement, parce que sinon l'autre risque de s'énerver, mais sur justement le fait que d'habitude, il ne met pas un pied dans la jungle, il reste toujours dans les lieux les plus civilisés, mais là, il se met en scène et il a une espèce de discours un petit peu justement sur la puissance érotique de la nature. Autre élément auquel ne souscrit pas Herzog, c'est cette idée justement d'une harmonie de cohabitation entre l'homme et la nature. Cette nature qui serait mère nature bienveillante et à laquelle il suffit d'accorder le respect qu'elle demande pour pouvoir se sustenter auprès d'elle. C'est Avatar, par exemple, si vous voulez. Là, on est exactement à l'opposé. La vision de la nature par Herzog, et elle était aussi valide dans Aguirre, elle est dans un grand nombre de ses documentaires aussi, c'est une nature qui est une puissance largement supérieure à l'homme et dont la fertilité même, si vous voulez, est mortifère. C'est une espèce de meurtre continu, de dévoration permanente, qui a quelque chose d'absolument effrayant. Et il aime cette idée de lutter contre une vision romantique et idéalisée de la nature. À ce titre, je vous signale un documentaire qu'il a fait en 2005 qui est extraordinaire, qui s'appelle Grizzly Man, et qui parle justement d'un homme qui avait cette vision de la nature et qui allait régulièrement vivre parmi les grizzlies en Alaska et qui avait une vision totalement anthropomorphe. Il estimait que les humains étaient des méchants et les gentils c'était les animaux et que c'était ses meilleurs amis. Une vision quasiment Disney. Et il finit par se faire bouffer par les ours. Et c'est là que justement arrive Werner Herzog, qui va reprendre tous les rushs parce qu'il se filmait en permanence, et qui va faire un portrait de ce personnage, qui est un personnage atteint d'une forme de folie, si vous voulez. Et là aussi, il y a cette idée d'une nature qui n'est pas du tout harmonieuse en réalité. Il n'empêche qu'il ne développe pas pour autant un regard haineux contre cet élément. Au contraire, il est fasciné par cette nature et il la montre avec une forme d'humilité. C'est la raison pour laquelle on voit ces nombreux plans sur l'eau, mais aussi des plans où on ne voit même pas l'eau et on voit le bateau qui rentre dans la végétation. Alors des fois, il le faisait parce qu'il n'y avait plus d'eau, ça c'est vrai, mais il y a quand même aussi des choix de cadrage qui vous montrent la végétation qui engloutit littéralement le bateau dans une espèce de remontée du fleuve qui est très proche de ce qu'on a chez Conrad dans Au cœur des ténèbres et qui évidemment a repris Coppola dans Apocalypse Now. Il y a vraiment exactement la même idée de ces hommes qui ont l'illusion de pouvoir aller au plus profond de la jungle dans un territoire qu'ils conquièrent, alors qu'en réalité c'est exactement l'inverse qui se passe. Ils se font progressivement happer par un territoire dans lequel ils ne contrôlent rien. Donc ça c'est un élément évidemment qui est crucial. Donc le portrait qui est fait en réalité de ce personnage, c'est le portrait d'un rêveur.
c'est quelqu'un qui est dans une logique de conquête, mais par opposition à Aguirre, qui était un tyran sanguinaire, qui lui est quelqu'un qui a un rêve solaire. Hein, et c'est quelque chose dont se vante d'ailleurs Werner Herzog. Il explique que Klaus Kinski, dans ce film, sourit, et sourit de bonheur, même d'idéalisme, ce qu'on n'a jamais vu dans toute sa filmographie. Dans les autres films, quand il sourit, c'est parce qu'il est sadique, qu'il est en train de tuer des gens, etc. Alors que là, il a réussi à obtenir de lui quelque chose, justement, une facette qui était méconnue. Parce que ce personnage est un personnage qui a une quête, mais qui est une quête positive d'une certaine façon. Et si vous regardez, c'est quelqu'un qui s'inscrit totalement à la marge des gens autour desquels il gravite. Hein. Tout le portrait qui est fait des colons au départ, ce sont des gens qui sont dans une espèce de richesse obscène, à ne plus savoir quoi faire de leur argent. Hein. Les chevaux boivent du champagne, ils envoient leur linge à Lisbonne pour le faire nettoyer, etc. Et ils font manger l'argent aux poissons. Scène qui a demandé d'ailleurs 11 jours de tournage. Hein. Juste ce plan de 2 secondes où le poisson gobe les billets. Les poissons étaient nourris à 5 h du matin, donc pendant 11 jours, ils se sont levés à 3 h du matin pour avoir juste le plan, parce que les poissons ne voulaient jamais manger l'argent, en fait. Et c'est pareil, ils ne renoncent pas. Quand Herzog il veut un plan, il sait qu'il l'aura. Et donc, le personnage de Fitzcarraldo s'inscrit à la marge de ces gens-là. Parce que ces gens-là sont dans une logique mortifère où, finalement, la seule extase qu'ils ont, c'est de perdre de l'argent au jeu de cartes. Ce qui nous renvoie à un thème qu'on avait évoqué dans Barry Lyndon, où on avait cette aristocratie qui n'avait plus aucune quête et qui finissait par jouer, se divertir et essayer de trouver ce petit vertige de la perte à travers le jeu. C'est exactement la même idée qu'on retrouve ici. Et lui, c'est celui, justement, qui va créer un élan vital et qui va s'opposer à tout ce milieu. Il est, vous l'avez remarqué, entouré d'enfants au départ, et il a cet idéal très enfantin finalement, de la même façon que sa compagne Molly est avec les prostituées, elle aussi vit à la marge de cette société. Et c'est la raison pour laquelle elle est complètement sur la même longueur d'onde que lui. Et ces personnages, justement, ne considèrent pas que le terrain est conquis, mais que pour pouvoir vivre, il va falloir se donner des élans, aller vers quelque chose d'autre. Et c'est la raison pour laquelle ils se lancent dans des quêtes qu'on voit évoquer, l'idée de la glace, l'idée du train. Il y a toujours l'idée de trouver quelque chose qui puisse le mener à autre chose et surtout ne pas rester en place, parce que ça, c'est quelque chose de totalement impossible. Et c'est la raison pour laquelle on va le voir en permanence essayer de concrétiser ses rêves. Et Werner Herzog dit à propos de son film que c'est un film dans lequel, justement, on encourage le spectateur à essayer de concrétiser ses rêves, on lui donne de l'inspiration, on lui donne du courage. Et ça, c'est motivé notamment par la beauté du monde qu'il y a autour de lui. Parce que quand bien même on est face à ces épreuves continues, cette violence, il y a aussi de très nombreux plans qui insistent sur les différentes beautés qui entourent Fitzcarraldo. La beauté de la nature, évidemment, ces nombreux plans de canopées, des plans d'eau, etc. Quelque chose d'extrêmement contemplatif qui est mis en valeur par la musique de Popol Vuh. Quand on n'a pas de musique d'opéra, c'est un groupe qui est vraiment très fidèle à Werner Herzog à cette époque. C'est aussi lui qui avait fait la musique d'Aguirre d'ailleurs. Et évidemment, la musique, c'est aussi une des beautés. C'est le motif évidemment principal de Fitzcarraldo qui veut mettre un opéra à Iquitos. Et la troisième beauté, c'est évidemment celle de Molly, qui l'accompagne d'un rire et d'un sourire continu et qui a une foi en lui et qui, justement, le soutient, quoi qu'il arrive, par un amour inconditionnel qui va bien au-delà, justement, des faits qui sont ceux de l'échec. La façon dont elle l'accueille à la fin montre bien cette idée-là. Et on a donc une série de beautés qui viennent se superposer, justement, à l'échec que raconte en réalité ce film. Et la dernière séquence, c'est une séquence dans laquelle, justement, on va avoir cette espèce d'apothéose de la poésie à travers cette idée que, oui, ça n'a pas fonctionné, mais comment est-ce qu'on va, on va s'en sortir? Eh bien, par une sorte de barreau d'honneur. Et cette séquence de pur mouvement, elle est intéressante parce que, justement, elle est éphémère, il est ruiné, il n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait, mais il décide de tout de même faire ce qu'il avait dit. Il s'est engagé à ramener l'opéra à Iquitos, il le fait, même si c'est le temps d'un pur mouvement très cinématographique,
au fil du courant de l'eau, dans une ambiance très immatérielle. Vous avez la fumée du cigare, vous avez le chant qui s'élève, vous avez les remous de l'eau, et quelque chose qui évidemment est une poésie pure et qui rejoint parfaitement cette idée du panache qu'on a dans Cyrano de Bergerac, qui dit à la fin de son combat contre la mort, non, non, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. C'est exactement ce qui se passe à ce moment-là. Et j'aimerais terminer sur le parallèle qu'on a évidemment souvent fait entre le film Fitzcarraldo et Werner Herzog lui-même. Évidemment, c'est lui qui décide de faire gravir ce bateau, alors que tout le monde le décourage. C'est lui qui est persuadé qu'il y arrivera. Et le premier élément, évidemment, qui va être intéressant, c'est que tout ce qu'on voit dans le film va procéder, d'un point de vue de l'esthétique, à quelque chose qui va être extrêmement réaliste. Le bruit de la coque, les efforts, ce plan large sur justement cette façon dont on va déforester pour rejoindre l'autre rive, à quelque chose d'absolument fascinant et qui marque. Mais ça va en fait au-delà de cette seule dimension. Très clairement, on va se retrouver dans un film qui raconte finalement son processus de fabrication. Serge Danet, qui est un critique extrêmement important, français, au moment de la sortie du film, fait une critique dans Libération où il explique qu'il y a un sentiment de malaise pour lui quand on voit le film, parce qu'il dit que le spectateur a le sentiment d'avoir des bribes d'une aventure réelle qui a été celle du tournage du film. Et qu'en regardant le film, finalement, on se dit « Ah oui, c'est incroyable, comment ils ont réussi à faire ça ?» Ce qui est devenu un argument de vente et un storytelling qu'on peut retrouver assez souvent. Aujourd'hui, voilà, on vous explique voilà, quelle a été, voilà, pour le prochain Mission Impossible, on vous raconte 6 mois avant la sortie du film qu'il y a une cascade incroyable, par exemple. Ou pour Avatar, les effets jamais vus. Ou pour The Revenant d'Inarritu, qu'ils ont tourné en lumière naturelle, dans un froid polaire, et que c'était absolument dantesque comme condition, etc. Donc là aussi, qu'est-ce qu'on va voir ? Est-ce qu'on va voir un exploit qui a donné lieu à un film, mais à ce moment-là, que reste-t-il du film ? Et c'est là que ça devient intéressant, et sur ce sur quoi Danet s'interroge. En réalité, c'est plus fin que ça. Durant le tournage, Werner Herzog va écrire un journal qui lui permet de tenir, parce qu'il est quand même souvent très seul et qu'il est l'un des derniers à croire réellement à la possibilité de faire ce qu'il va faire. Il l'écrit d'une écriture absolument minuscule, quasiment illisible. Autre motif qui va évidemment faire criser Klaus Kinski, parce qu'il est persuadé qu'il dit des choses sur lui, parce qu'il est paranoïaque, et que aussi le voit s'occuper à autre chose que lui, en passant de longs moments à écrire. C'est un journal qui va complètement laisser de côté, qui ne va jamais vouloir relire pendant un très long moment. En 1999, il va sortir un documentaire, donc 10 ans après la mort de Klaus Kinski, sur son lien avec Klaus Kinski, qui s'appelle Ennemi intime, qui est un documentaire extrêmement intéressant, où il parle de toutes ses expériences de tournage avec Klaus Kinski. Et durant ce documentaire, il évoque ce journal, mais il dit aussi que il n'a pas réussi, même 20 ans après, à le rouvrir. Et finalement, il le fait. Et en 2004, il va publier cet ouvrage qui s'appelle Conquête de l'inutile et qui est une transcription intégrale de son expérience. Et en fait, la lecture de ce journal est extrêmement intéressante parce qu'elle montre en réalité ce qui s'est passé pour lui durant ce tournage-là. Il y a évidemment quelques anecdotes de tournage, mais ce n'est pas du tout un making-of. Il y a un making-of qui existe, qui s'appelle Burden of Dream, et qui est un making-of incroyable qui raconte vraiment un certain nombre d'anecdotes que je vous ai racontées ce soir. Mais là, pour le coup, on est vraiment dans l'introspection et dans, finalement, ce que cherche à faire Herzog durant ce film. Et il explique notamment à un moment, c'est très intéressant, qu'on lui dit « mais arrête avec cette histoire de bateau, ça ne va pas marcher, on n'a qu'à trouver une autre solution ». Et lui réplique « mais non, ça va ruiner toute la métaphore ». Et on lui demande « mais la métaphore de quoi ?» Et en fait, il n'est pas capable de répondre. Et il se rend compte qu'il a touché du doigt quelque chose de fondamental, mais qu'il ne sait pas exactement ce que c'est. Et tout ce tournage-là va être cette quête-là, cette conquête de l'inutile, qui est évidemment celle aussi de son personnage. Mais lui, en réalité, se rend compte que ce qui l'intéresse, ce n'est pas le storytelling de « waouh, j'ai réellement fait ce que vous voyez à l'écran ». Ce qui l'intéresse, ce n'est même pas de faire du cinéma vérité, parce que la fiction, elle est partout dans ce film, à travers tous les éléments que j'ai déjà évoqués. En fait, lui, ce qu'il veut filmer, c'est un processus de création. Et la manière dont, justement,
l'artiste va rencontrer des forces plus grandes que lui et va devoir se confronter au réel, se faire mal en se cognant sur le réel, mais se nourrir aussi de lui pour que l'œuvre puisse se créer. Et je pense que sa métaphore, on l'a dans cette séquence où justement il diffuse Caruso pour la première fois dans la jungle et où on entend la nature se taire, non seulement les percussions, mais aussi la nature. Et à ce moment-là, on a un échange, on a une suspension, on a quelque chose de magique qui est véritablement l'objet de la quête du réalisateur. C'est le moment où l'homme, par l'art, s'adresse à la nature et lui formule quelque chose de plus grand qu'elle. Et ça rejoint une définition que Herzog donnait, où il disait que nous avons tous des rêves, mais que l'artiste est celui qui sait les articuler. Et c'est précisément le sujet de ce film. Merci de votre attention.